Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'On se dit tout. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement pour deux thématiques. Comment faire face à une ambiance de travail toxique? Deux spécialistes sont avec moi pour vous donner tous les outils. Ensuite, on va parler d'un sujet santé, de la prévention toujours, de la prévention du dépistage précoce du cancer colorectal avec le docteur Aziz Ammour, oncologue à Marrakech. Restez avec nous. Comment faire face à une ambiance toxique au travail? C'est notre sujet du jour aujourd'hui, mesdames. Merci beaucoup d'être là. Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, coach certifié en développement personnel et professionnel. Exactement. Et Fatem Zahram Zioud Bennis, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises, président de l'association des bureaux de conseil et formation et également chef d'entreprise. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Justement, vous avez plusieurs casquettes pour essayer d'englober ce sujet du management toxique, de l'ambiance toxique au travail. Moi, je me posais la question en préparant ce sujet, je me suis dit, est-ce que c'est une autre façon de parler du harcèlement? Est-ce que c'est un changement dans le jargon? Pendant très longtemps, on parlait de harcèlement dans le milieu professionnel. Est-ce que c'est la même chose que le management toxique ou l'ambiance toxique? Fatem Zahram Zioud. Est-ce que c'est du harcèlement? Je pense que le management toxique est en partie du harcèlement, mais il n'y a pas que ça. D'abord, si on parle de sémantique, quand on dit toxique, quelque chose de toxique, c'est du poison. C'est qui empoisonne la personne, le corps, l'esprit, et donc un management toxique. D'abord, c'est un environnement toxique, et du coup, il y a beaucoup de choses qui nous font mal, déjà psychiquement et physiquement. Donc le harcèlement en fait partie certes, mais il n'y a pas que ça, il y a le dénigrement, il y a les rumeurs. Avant on mettait même le dénigrement, on le mettait dans le harcèlement. Oui, mais justement aujourd'hui, si tous les métiers du coaching et d'accompagnement et de développement personnel ont vu le jour, c'est qu'aujourd'hui on définit chaque chose et on lui donne plus son mot et plus d'explications et on la met dans son contexte pour qu'on puisse y trouver ou lui donner les solutions personnalisées. Donc, à la carte. À la carte, exactement. Donc, il n'y a pas que le harcèlement, il y a le dénigrement, il y a on abaisse les collaborateurs. Au fait, quand on parle de management toxique, on a le N et le N+1, oui. Voilà. Et donc, il y a différents comportements qui sont nocifs et à la personne, et à la structure, et au climat et à l'environnement. Absolument. On en parle aujourd'hui parce que c'est une réalité que connaissent beaucoup de personnes. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que gérer le management toxique, c'est aussi en faveur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que quand des salariés évoluent dans un environnement négatif, c'est la productivité, quelle que soit cette productivité, qui est en baisse. Donc mettre en place une ambiance sereine, c'est pas faire du babysitting à ses employés. Quand on prend soin de ses employés, c'est pour prendre soin de sa productivité. Justement, est-ce que c'est aussi une question d'environnement, de société aussi? Karima Rehani, vous êtes psychosociologue. Effectivement. Notre société marocaine, comment elle perçoit ce sujet? En fait, le management toxique est un management qui touche en fait et l'individu et l'entreprise. Il touche l'individu parce qu'on touche à son intégrité, à sa personne, à son respect, à sa petite zone de confort professionnel. Et il touche l'entreprise parce que si on touche à l'individu, on touche à la performance, on touche au rendement, et d'un seul coup, on se sent dans une labyrinthe de « moi, je voudrais que mon employé me donne des objectifs précis, à une date précise, avec un rendement précis », je lui mets la pression. Et là, le management toxique devient une pression positive pour le manager et pour l'entreprise, mais il devient nocif pour l'individu. C'est comme ça que le perçoit notre société? C'est-à-dire, est-ce que la société marocaine perçoit le management, ce que vous, les spécialistes, vous appelez toxique, oui, c'est-à-dire ce management qui va pousser, mais on va voir de quelle manière, parce que c'est très flou. C'est très flou, c'est très flou.
Est-ce que c'est une bonne chose? Pousser son équipe, comme on dit, bien comme il faut. Bien sûr, mais il y en a des personnes qui sont même pas reconnaissantes ou ils connaissent pas en fait qu'ils sont en pression, ils sont maltraités. Oui. Ils ne reconnaissent pas en fait qu'ils sont maltraités. Pourquoi? Parce qu'on crée l'habitude. Je te crie dessus parce que tu n'as pas fait quelque chose, c'est normal, c'est mon chef. Et là aussi, je fais la différence entre un chef et un leader. Le chef, il donne des ordres, il ne comprend pas, il n'écoute pas, il n'accompagne pas. Par contre, un leader, il accompagne son équipe. Alors, la société marocaine, elle perçoit ça. Actuellement, les jeunes perçoivent ça comme étant quelque chose d'insupportable. Oui. Parce qu'on peut changer de boulot. Tout à l'heure, Fatem Zahra, il a bien dit dans les coulisses comme quoi un jeune à qui tu vas donner 4000 dirhams, il pourrait trouver une autre opportunité avec plus de salaire. Alors, il ne supporte plus cette pression négative et toxique. Maintenant, la société, comment elle l'aperçoit? Moi, je vous dis tout de suite qu'il y en a des personnes qui sont même pas conscientes qu'ils sont maltraitées. Tellement c'est devenu une habitude. C'est un mode de fonctionnement. Voilà. Alors, certains catégorisent ou divisent le management toxique en avec on va dire, différents profils de managers. Il y a le manager 4x4, il y a le manager antipathique, Est-ce que vous êtes pour ces classifications? Alors les classifications, pour moi, justement, c'est subjectif parce que chacun perçoit la personne qui est en face de lui et son style de management en fonction de ce qu'il est lui et de ce qu'il accepte ou n'accepte pas. Donc c'est vraiment très subjectif. Et ce que moi, peut-être moi par exemple, avec ma personnalité, ce que je vois en mon manager, quelqu'un qui me booste, quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui me met la pression et que j'ai besoin de cette pression-là, je peux ne pas voir ce management comme toxique. Oui. Alors que d'une autre manière, je peux voir une personne qui n'est pas qui n'accepte pas ou là, qui n'a pas les capacités physiques d'accepter ce genre de pression, elle peut voir ça comme du toxique, elle peut rapidement courir et sortir. Je souhaiterais quand même commencer par le commencement, parce que quand on parle de management toxique, on parle de relations, d'accord. Okay. Et quand on parle de relations, on parle de dominance. Très important. Est-ce que, justement, dans le toxique, il y a la notion de la dominance. Est-ce que je te domine? Est-ce que moi, autant que N+1, est-ce que je gère, je dirige, je lead ou je domine? C'est différent. Ok. Donc moi, en tant que N+1, je me positionne et je ressens les choses. Et c'est mon style de management qui fait ressentir aux gens aujourd'hui qui suis-je? C'est-à-dire que si je suis, quand je suis un N+1, je suis tenue à une vraie performance. Parce qu'il y a une étude qui a été faite, comme quoi le climat toxique, aujourd'hui, il contribue à 30% de la performance. Moi, je peux vous dire que dans le contexte marocain, c'est beaucoup plus. Parce on a des personnalités, on est vraiment dans le climat social, on veut que ça se passe bien, on veut qu'on parle avec... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup ou moins? Non, beaucoup. C'est une habitude, c'est un mode de fonctionnement. C'est une habitude, mais c'est aussi une société. Nous sommes une société marocaine, méditerranéenne, qui aime parler, discuter. On a envie de discuter avec le leader, on a envie qu'il nous reconnaisse. Donc je te permets oui, de... parce qu'elle est psychosociologue. Donc voilà. c'est pour ça. D'où la question, comment nous, en tant que société, on se situe par rapport à cette thématique? Écoutez, parce que c'est tout récent, quand même. C'est tout récent, mais c'est quelque chose qui est d'un impact incroyable, parce que toute la société marocaine, elle encourage quelque part la dominance. Je vais aller un peu plus loin. Dans notre société, dans notre éducation, on a cette dominance. Il y a toujours quelqu'un qui domine la faisabilité de la chose ou pas. Alors, du coup, la société parfois accepte. On est dans l'acceptation en général. Maintenant, si je parle d'une... On a eu l'habitude aussi. Voilà. On a eu l'habitude d'être dans la dominance et de tracer par la dominance. Mais les nouvelles générations refusent, mais d'une manière assez subtile, parce qu'il y a les conditions de vie, parce qu'il y a des jeunes qui ont des responsabilités plus que d'autres. Ça dépend. Si par exemple je suis issue d'un milieu aisé, que mon papa peut me donner les 3000 qu'une entreprise... Plus à 3000, hein. Si c'est mon papa, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est-à-dire que moi, dans une manière de voir les choses, ça dépend d'où je viens, comment je vis, quelles sont mes conditions. Mais aujourd'hui, il faut qu'on transcende tout cela. C'est-à-dire qu'il faut plus se dire d'où je viens, est-ce que je peux me permettre ou pas. Oui. Quand on parle d'environnement toxique et de son impact, c'est quelle que soit
l'employé, Oui, quel que soit le secteur d'activité. Oui, moi j'explique par rapport à la C'est société ça. en Oui, fait. oui, tout à fait. Alors, si tu permets, moi, je vais juste revenir à l'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y a une grande relation. Aujourd'hui, l'évolution de la société a impacté aussi l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la génération Y, on est sur la génération Z. Donc, ce n'est pas, on est sur des problèmes générationnels déjà. Oui. Et ces problèmes générationnels ne sont pas anormaux, c'est tout à fait normal. Moi, ce que j'accepte aujourd'hui, je ne l'accepte pas forcément de mon employé, parce que aujourd'hui, je suis désolée pour le mot, c'est plus employé, il faut plus jamais, c'est mon collaborateur. Donc même les mots aujourd'hui pèsent. Même ces jeunes, ils sont dans un besoin de reconnaissance, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi ils ont une dynamique, ils ne sont plus dans cette relation de dominance. Il peut partir quand il veut, il a le choix, il se permet de donner le choix. Avant, dans certaines générations, on ne se permettait pas. Et donc, du coup, on subissait. Et du coup, quand on subit, on attend, on subit. Et puis, ce N+1 qui se donne encore cette force. Voilà. Cette force, il se donne cette légitimité de faire ça parce qu'on ne riposte pas. Donc, ce que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité du management toxique, c'est pas la responsabilité du collaborateur, du chef, mais aussi de son collaborateur et qu'est-ce qu'il en fait. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans mon attitude, l'autre réagit avec moi de cette manière-là? Donc on va revenir sur ce point. On va parler c'est l'une des causes du management toxique. Quelles sont les autres causes, justement? C'est quoi? C'est qu'on devient manager sans être préparé au management? C'est juste une promotion technique et non pas... on n'est pas prêt à endosser jusqu'au bout le rôle du management. C'est quoi? Tu veux... Oui. Vas-y. Moi, je dirais par exemple par rapport aux causes du management, qu'est-ce qui cause qu'un manager devient toxique? De un, il est aussi un collaborateur qui doit rendre des comptes à un autre, à N+1, à son N+1. Et du coup, il utilise la pression par tous les moyens pour arriver à un objectif précis. Ce qu'oublie ce manager, c'est qu'il va réaliser des objectifs à court et à moyen terme. Le long terme est perdu. Parce que pourquoi? Soit on va créer d'autres managers toxiques, soit on va perdre des compétences à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est la conséquence. Quelles sont les autres causes du management toxique? Voilà, moi je disais qu'un manager toxique, il est obligé parfois de l'être, et je ne légitime pas l'acte. Okay. C'est parce qu'il a des comptes à rendre par rapport à son N+1. Et comme je disais, il utilise tous les moyens pour pouvoir atteindre un objectif, soit disons montrer sa possibilité d'être le professionnel en grade, qu'on ne discute pas ses ordres, qu'on va donner les informations dans un délai bien précis. Donc lui-même répercute en fait la pression qui est exercée sur lui, sur ses collaborateurs. Exactement. Et là, comme je disais tout à l'heure... Donc ça devient un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui est toxique, négatif, qui nous crée beaucoup de problèmes, qui mais généralisé. Voilà. Mais généralisé. Exactement. C'est ça le problème aussi. Ouais. Oui. Fatima Zahra. Alors, tu m'excuses, mais je ne suis pas très d'accord. Parce que si on va dans cette vision, on va se dire, mais finalement, on va légitimiser. Et on va dire que le management toxique, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait partie, mais aujourd'hui nous sommes là justement pour dire qu'il ne faut plus, il faut qu'on arrive à sensibiliser les managers et les collaborateurs à aller à un autre style de management et à un autre style de comportement au sein de l'entreprise pour éviter ces situations qui sont nocives. Donc, par exemple, parmi les causes, quand nous avons un profil de manager ou de dirigeant, ou le leader, si on veut, un arriviste, par exemple. Ça veut dire quoi? Un arriviste, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient d'arriver à cette entreprise, qui connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ça, on le voit. Moi, je vous parle d'une pratique, vraiment du terrain, et qui arrive, qui est là. Il est à un poste, il connaît pas le terrain, il connaît pas la technique, etc. Et il commence à faire de la pression sur les gens. Il commence à leur demander des choses il n'a pas fait. Mais s'il a été posé s'il a été mis dans ce poste, c'est qu'en quelque sorte, il est supposé avoir certaines compétences. Il est supposé, tu l'as bien dit. Souvent, moi je vous parle d'une réalité. Donc peut-être un arrivé, il vient d'un département ou un autre département, d'une entreprise. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations, mais ça c'est une des causes. Donc du coup, il fait la pression dont elle parle, elle n'a pas de raison d'être. Ouais. C'est ça. Ouais. La pression en elle-même est bien dans un style de management parce que nous devons gérer des équipes. Et dans l'équipe, nous avons des objectifs opérationnels, précis, et nous devons faire de... Mais par contre, quand on a par exemple un autre manager nul... Pour vous, ça cacherait un manque de confiance? Tout à fait. Oui. C'est ce que je voulais dire. Voilà, justement. Donc, nous avons un manager nul qui s'approprie le travail de l'autre.
Et ça, je l'ai vu, par exemple, dans différentes entreprises. Il arrive, il prend le travail des N-1, il ne les valorise pas. Vous l'avez vu en tant que quoi? Quand vous arrivez dans cette entreprise, vous arrivez en tant que consultant qui vient pour une mission quelconque. Et donc, quand on fait les évaluations, quand on fait les process engineering, quand on fait les évaluations des postes et des personnes, et donc on voit justement que ces personnes-là font du travail et qu'elles ne sont pas valorisées ou le travail n'est pas valorisé, ne sont pas motivés, et en plus de ça, ce travail est repris sous une autre forme et présenté à la direction générale ou au comité de direction sous le nom de la personne. Par exemple, ça peut être un élément très toxique, parce qu'une personne ne se retrouve pas. Tout à l'heure, tu parlais de motivation, de reconnaissance. L'élément important de la motivation de quelqu'un, c'est la reconnaissance. Bien sûr. Plus que le salaire? Ça dépend pour certains. Pour certains, oui. Tout à fait. Tout à fait. Le dénigrement. Tout à l'heure, j'en parlais. Il fait beaucoup d'efforts et je vous assure que le collaborateur marocain, parfois, il en a juste besoin qu'on lui dise voilà. C'est très bien, bravo, c'était génial. Même pas de primes, les primes, c'est bien aussi. Faut pas décourager ça. Pas du tout. Mais justement, alors, c'est un mode de fonctionnement, c'est aussi le mode de fonctionnement d'une société, tout ça. Comment savoir qu'on est en train de vivre au sein d'une ambiance toxique, que le management est toxique et que c'est pas juste comme ça, le monde du travail c'est ça, c'est la performance, on y va fort, oui. Voilà. Comment savoir qu'on est victime de management toxique? Et alors on peut le deviner une fois qu'on commence à devenir très inquiet. Parce que tout le monde est stressé en fait. Oui, mais très inquiet, des malaises somatiques. On a mal au dos, on n'arrive plus à voir devant nous, on a des vertiges le matin, en se levant aller au travail, ça devient vraiment physique. Pesant, on n'arrive pas vraiment et là, de cette inquiétude parfois à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance, naît le stress. Et ce stress, il peut être un stress comportemental, c'est-à-dire dès que je rentre, je commence à avoir des conflits avec tout le monde dès la rentrée. C'est-à-dire le stress en lui-même devient plusieurs sortes de stress. Un stress comportemental, un stress émotionnel, un stress... Donc si je me sens comme ça, je dois aller essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas automatiquement le management. Ça peut aussi être ma manière à moi de gérer, parce que c'est l'expression de plusieurs malaises professionnels. Oui, mais je ne parle pas d'une petite inquiétude que je peux dépasser une fois que je retrouve mon équilibre. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'une inquiétude qui devient, l'inquiétude, le stress qui devient un peu insoutenable, que je ne peux plus gérer. Et là, souvent, les personnes ont conscience d'où vient le malaise, mais ils n'arrivent pas, en fait, à se le dire parfois, parce qu'on a peur de perdre mon job, de perdre mon salaire. Oui. Et je me dis, tu fais avec. C'est pour cela qu'on donne des conseils si vous êtes vraiment... Parce qu'à un certain moment, le corps ne suit plus. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Je vais vous poser la question tout à l'heure, partir ou rester, justement. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Fatem Zahra, dans le sens où... Est-ce que, en tant que consultante, lorsque vous arrivez dans des entreprises, est-ce que les collaborateurs sont conscients du management toxique? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je peux vous dire que même en n'étant pas psychosociologue, c'est vrai, ils ont envie de parler. Donc quand on est dans ces entretiens individuels ou quand on fait de l'évaluation et quand on inspire confiance et ils se disent bah, finalement je vais lui parler de ça, et puis bon on a aussi un autre système de questionnement, et donc nous arrivons, voilà, et ils commencent à parler tout seuls. Et juste ça, c'est très important. Ils sont dans une optique, ils sont écoutés au moins. Et donc ils vous parlent de leurs inquiétudes. Pour ajouter à ce que disait tout à l'heure Karima, un des indicateurs, parce que je pensais ça aussi, quels sont les indicateurs, comment je vais savoir que je suis dans un environnement toxique. D'abord, je me sens démotivée. Donc, j'ai plus envie, j'ai plus la même niaque, le même punch de chaque matin où je viens. J'ai pas envie de me réveiller le matin. Parfois, je viens à la niaque, comme on dit. Voilà. Et ça se sent, ça se sent, on le ressent. Donc, je perds un peu de mon punch, je perds de mon énergie. Dans l'ensemble, ce qu'on appelle le turnover. Donc, il y a beaucoup d'absentéisme, de certificats médicaux, de départ. Donc, les gens... Donc, on sent ça. On n'a plus envie de travailler en équipe aussi. On n'a plus envie d'aller dans des projets avec ces personnes. Donc, on sait qu'il y a quelque chose dans le climat. Maintenant, est-ce que c'est le manager ou c'est les collaborateurs? Parce qu'on n'est pas que... Il ne faut pas juste viser le manager. Parce qu'il y a le manager,
enfin le N+1, mais il y a aussi les collaborateurs. Mais c'est une question de management aussi. Si les collaborateurs deviennent toxiques, je pense... Pas forcément, on a des comportements, des personnalités. Oui. On a des gens qui aiment les rumeurs, des gens qui aiment, je ne sais pas comment le dire, qui parce que... Oui, mais normalement, un manager doit veiller à ce que cette émotion positive, ce travail d'équipe se fait dans des conditions acceptables. Voilà. Quand on est proche de ces équipes, ouais. Normalement, on connaît les profils, même d'individus, la personnalité, comment telle personne se comporte, quelle est la personne qui va aller un petit peu fouiner, faire du mal d'une manière ou d'une autre, quand on connaît bien ces équipes. Voilà, mais à rebondir sur cela, par exemple, nous, dans la psychosociologie, quand on a fait, on nous a dit qu'à de 80 à 90%, on a l'esprit dominant. C'est instinctif. Donc, et quand on trouve la brèche... voilà, je veux, je mords. Alors comment faire? Un manager qui est censé être un bon manager, doit relativiser cette idée et se dire, moi je suis là pour accompagner mes équipes. Quand je donne un ordre, je le donne d'une manière fluide. Il y a beaucoup de manières. Mais ça nous revient aussi peut-être à la formation du manager. Oui. C'est-à-dire que la promotion pour devenir manager, comment elle se donne? Sur quels principes? Sur quels critères? Alors, très grande question. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une réalité, il y a une réponse. Souvent, les grandes entreprises marocaines, parce qu'on a les multinationales, mais nous avons les grandes entreprises marocaines. Et dans ces entreprises marocaines, la majorité, c'est des grandes entreprises, mais qui ont commencé petites il y a 20 ans, mais avec l'économie, le travail, tout ça, donc elles sont passées peut-être parfois de 10 à 100, à 150, à 200, à 800 personnes. Donc du coup, les personnes qui ont commencé, elles se retrouvent dans les comités de direction, elles se retrouvent dans le middle management, sans aucune formation, parce que c'est des personnes qui sont techniques, elles sont très bonnes, mais en termes de management, non. Et donc, il y a même la prise de conscience, la conscience de l'intérêt de la vraie formation. C'est pas de la formation de 2 jours, c'est de la formation continue. Avec la remise en question, le recul, exactement, avec l'humilité aussi. Voilà, et de l'évaluation en interne. De l'évaluation. Aujourd'hui, l'évaluation fait partie des systèmes des RH. Ils mettent en place. Mais qu'en est-il de la vraie évaluation? Parce que aujourd'hui, c'est des systèmes, du papier. Est-ce que vous avez atteint les objectifs? Qu'est-ce que vous pensez de CADA? Qu'est-ce que vous allez faire l'objectif l'année prochaine? Quelle formation avez-vous besoin? Enfin, je ne dénigre pas tout à fait. Je sais qu'il y a des entreprises qui travaillent réellement sur et des RH qui travaillent réellement sur cette problématique. Mais ce n'est pas généralisé. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est que ça a un impact sur l'humain qui vit ça, sur les équipes qui vivent ça, mais aussi sur le rendement de l'entreprise. Il faut que l'entreprise en ait conscience. C'est-à-dire qu'un management toxique a des conséquences sur l'entreprise. Je disais tout à l'heure qu'un manager toxique, il nous crée des managers toxiques aussi. Par transitivité, je reproduis ce que j'ai subi. Ça, c'est d'un côté. Autre chose par rapport à la productivité, que je disais tout à l'heure qu'un manager toxique, il réalise des objectifs côté performance à court et à moyen terme, mais à long terme, il perd les compétences. Et là, l'entreprise, elle prend un coup. Et on ne sait pas pourquoi. Déjà, le manager, parfois, il se demande, oui, il est parti, je ne sais pas, qu'est-ce que je lui ai demandé, pourquoi il a fait ça. Il ne se rend pas compte qu'il est la source du problème. Et là aussi, si je parle avec Matem Zara, nous, avec notre expérience, moi, j'ai des managers qui refusent dans l'accompagnement psychologique, coaching, qui refusent d'assister avec leurs collaborateurs dans toute formation, alors que c'est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il y a le piédestal. Ils n'en ont pas besoin, ou au moins, s'ils veulent le faire, il faut qu'ils le fassent voilà. C'est-à-dire que moi, je dirais que dans la psychosociologie, ça, le problème de notre société est apparent. Je suis manager, je suis cadre, je suis supérieur, je ne veux pas descendre de mon piédestal pourquoi? Parce que c'est l'interculturel. J'ai peur qu'on ne me respecte plus. J'ai peur que je n'ai plus cette possibilité de transmettre un ordre. Je n'arrive plus en fait à structurer mes équipes. Il faut que je reste à part. Et là, je demande au manager, s'il vous plaît. On n'a pas de chiffres peut-être, mais de par vos expériences à toutes les deux sur le terrain avec cette problématique, c'est à quel pourcentage justement de réactions comme ça, Karima? Écoutez, moi je vais être très honnête. Nous, on a 80% de managers qui refusent de descendre de leur piédestal de manager et aider l'entreprise. Je vais être vraiment pointue. Aider l'entreprise à avoir plus de performance. Parce que là, en cherchant à être moi, je perds le tout. Fatem Zahra, pour vous, c'est à quel pourcentage de réaction? Je suis sur le même, pour ne pas dire 80%.
pour ne pas être... 90%. Non, mais voilà. Non, 90, non. Ouais. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des managers qui prennent du recul par rapport à tout ça et qui voient Il y a une prise de l'impact. conscience. Oui, sauf qu'avec la conjoncture actuelle, les gens sont beaucoup plus fixés sur l'objectif, le commercial. Ils ne pensent pas par exemple, je vous donne un exemple très simple. Chez un client, il y a 2 ans, donc on arrive, on fait une ingénierie de formation et donc on dit à la directrice commerciale et marketing que son équipe a besoin de formation, d'accompagnement, pas juste de formation, mais d'accompagnement de gestion de stress parce que vraiment ils sont trop stressés et vraiment ils n'en peuvent plus. Et donc la personne, quand on lui donne à valider le plan de formation, ben elle prend un stylo et elle fait ça, elle dit non, mais mon équipe elle n'a pas besoin. C'est elle qui décide pour 20 personnes, elle décide que son équipe n'a pas besoin de son stress. Ouais. Selon quel principe, selon quelle base? C'est subjectif pour elle, elles n'en ont pas besoin. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Oui, aucun intérêt. Ouais, aucun intérêt parce que justement dans le milieu professionnel, on est supposé n'être que performant. Non. On est supposé. On est supposé. Non, voilà, non, on n'est pas. Oui, mais qu'est-ce que c'est que performant? Parce que performant, il y a 2 notions dans la performance. Il y a l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est quand on atteint son objectif direct, donc ça c'est efficace. Efficient, c'est quand on atteint l'objectif avec les meilleurs moyens. Et le meilleur moyen, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est stressé, il fera le travail en 8 heures et pas en 4 heures. Et donc du coup, c'est du coût financier. Il y a encore beaucoup à dire, hein. On va marquer une petite pause et on revient pour la deuxième partie. N'oubliez pas aussi qu'on va s'attaquer à un sujet de santé et de la prévention. On va parler du cancer colorectal avec le docteur Amour Aziz. Restez avec nous sur Média TV, à tout de suite. Et on enchaîne avec la deuxième partie de notre rendez-vous d'aujourd'hui. On se dit tout sur le management toxique avec 2 grandes dames, 2 grandes spécialistes. Karima Rehani, psychosociologue, coach certifié en développement personnel. Fatem Zahram Zeoud Bennis, vous êtes coach de dirigeants, consultante en accompagnement des entreprises, présidente de l'association des bureaux de conseil et formation et également chef d'entreprise. Merci beaucoup mesdames d'être là. L'interview santé aussi à venir avec le docteur Amour Aziz. Donc ce management toxique, on en parle et puis au bout d'un moment, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatem Zahram Zeoud? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question justement quand vous rencontrez des gens qui vous racontent leur misère, leur souffrance, et est-ce qu'elles vous disent on ne sait pas quoi faire, je ne sais pas si je dois rester ou partir? Tout à fait. Donc déjà on n'a même pas besoin d'aller aux entreprises pour avoir ce genre de questions. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes postent leurs cas, postent leurs histoires et demandent à tout le monde leur avis. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'on est désemparés, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Faire est une action. Une action est un comportement, et puis ce que je fais moi n'est pas forcément ce que vous allez faire vous, et ce que va faire Karima, parce que nous sommes tous différents. On peut, dans n'importe quel environnement, pour s'adapter, nous avons besoin de certaines compétences et capacités, parce que l'adaptation en elle-même, rester, c'est s'adapter. Et s'adapter, c'est une capacité. Parce que moi, on n'est pas tous capables. Non, pas du tout. Et il y a des personnes qui sont prêtes à écouter un manager crier et pas d'autres. Mais prêtes pour quelles raisons aussi? J'y arrive. Non, mais justement. Et ces capacités, on les a d'où? Ces compétences, on les a acquises d'où? C'est nos valeurs et nos croyances. Si moi j'ai toujours vécu dans un environnement avec des parents, une éducation, une école, etc., et on m'a toujours appris que l'excellence paie et qu'il faut qu'il y ait du respect et qu'il faut qu'on soit dans une relation équilibrée et tout ça, et que j'y ai cru, et que je me suis toujours définie comme une personne compétente qui doit avoir un respect, etc., je ne pourrais pas faire face ni accepter cet environnement. Et donc le choix va être vite fait. J'ai pas besoin de prendre cette décision. Forcément, parce qu'une personne à qui on a dit que l'excellence paie et justement qui entend le manager reprocher parce que pour lui c'est comme ça qu'il booste et donc cette personne est en quête d'excellence. Oui. Est-ce qu'elle va pas rester justement pour... Pas forcément. C'est des questions de capacité. Je le redis. Les compétences et les capacités, c'est personnel. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Moi, je peux accepter que quelqu'un me manque de respect parce que le respect n'est pas forcément la première priorité de mes valeurs. Alors que c'est peut-être la réussite. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je veux réussir et je mets réussir et mon premier objectif, ma priorité. Alors que pour moi,
l'argent c'est bien, la réussite c'est bien, mais d'abord le respect. Et c'est pour ça que nous n'avons pas tous les mêmes réactions. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent et des gens qui partent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus patientes que d'autres. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus acceptantes. Si vous voulez, on est dans des acceptations. Ça, quand nous parlons de personnes normalement... C'est presque manager son manager. Tout à fait. Et oui. Mais je le redis, il n'y a pas que le manager, aussi les collaborateurs. Ouais. Et donc, quand on se laisse... Mais Fatem Zahra, si vous permettez, une personne qui doit rester parce qu'elle n'a pas le choix, on va dire les choses cash, matériellement, elle peut pas, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de rester dans ce poste-là. Il y a des techniques aussi. Il y a des techniques, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques pour se barricader? Est-ce que c'est possible? Ouais, le management toxique, en fait, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas une fatalité. Hein. On peut le diminuer comme on peut l'éliminer complètement, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas démissionner. Moi, j'ai vu ces cas de près. Et je peux vraiment en témoigner, c'est malheureux, des personnes qui ont des responsabilités, des personnes qui ont des malades en charge et qui subissent. Maintenant, avec ces personnes-là, dans notre accompagnement en entreprise, on essaie un peu de leur donner des outils de redressement. On parle de redresser la barre. Comment La première chose, n'attendez rien de votre superviseur. Il ne changera pas d'attitude. Parce que s'il voulait changer quelque chose, il l'aurait fait. Deuxièmement, reprendre sa souveraineté. Mais qu'est-ce que ça veut dire reprendre sa souveraineté? Juste se défendre de manière intelligente. Parce que parfois, nous, dans notre interculturel marocain, dans la société, quand on se défend, on ne sait pas se défendre. Ça crie. Ça crie, ça part dans tous les sens et surtout, ça défie. Oui. Et ce défi-là crée encore l'ambiance toxique plus que... nous attendons en fait de la réaction d'un manager. Troisième chose, il faudrait absolument... Comment justement reprendre son intégrité? Il faudrait tout le temps aller vers la personne par écrit. Et non pas, il faut écrire aux gens. Par mail? Et par mail, il faut laisser des traces. Et toujours avec beaucoup de politesse. Je ne rentre pas en conflit avec mon manager en lui disant les mots. Toujours rester dans la politesse et dans le tact. Parce qu'une personne qui a vécu cette forme de pression, c'est une personne aussi qui, ça dépend du profil derrière, mais c'est une personne qui va perdre sa confiance en elle. Exactement. Donc il faut bien remonter la pente. C'est pour ça que nous, on essaye un peu d'essayer d'influencer les managers ou les entreprises. Est-ce qu'ils nous prennent, nous, en accompagnement psychologique pour les... Parce que ce n'est pas possible. La personne, elle peut avoir un manque d'estime de soi sans le manager. Elle n'a pas confiance en elle sans le manager. C'est-à-dire, c'est un mode de vie. Comme a très bien dit Fatem Zahra, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas le même profil psychologique. Il y a des personnes qui ne supportent pas un regard de travers. Il y a des personnes qui supportent des cris incessants oui. Ce que je veux dire, ce que je veux rajouter, c'est que quand on n'a pas ce que je disais tout à l'heure, soit on a ces compétences, soit nous ne l'avons pas. Et quand on n'a pas ces compétences-là, on travaille dessus, on fait un travail sur soi. C'est ça la magie aujourd'hui du développement personnel, du coaching et tout ça. Ça permet à beaucoup de personnes de dépasser beaucoup de choses. Et puis j'essaie depuis tout à l'heure de trouver un autre mot à ce que je vais dire tout de suite parce que c'est un jargon et que je ne souhaite pas à chaque fois le faire sortir. Mais il faut savoir poser ses limites. Parce que si je ne mets pas une porte, personne ne saura que je vous demande de ne pas rentrer. Et donc du coup, il faudrait que j'arrive à fermer cette porte et à vous faire savoir que c'est là ma limite. Et parfois, c'est beaucoup plus facile. Parfois, ça se fait en une fois. Parfois, le manager ne sait même pas. Il faudrait juste le recadrer d'une manière, avec une communication non violente, pas avec de la virulence ni de l'agressivité. Parfois, suffit, les écrits, oui, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller vers l'autre. Donc, c'est pour ça que le travail sur soi, mais poser ses limites, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Apprendre à dire non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire non. Apprendre à dire que, la personne dit lui que vous m'avez fait mal. Apprendre à dire non, je ne fais pas ce travail aujourd'hui, je ne veux pas le faire parce que... Et donc ça, ce sont des compétences qu'il faut développer. Ça, c'est très difficile, justement, dans le milieu professionnel, dire « je ne veux pas faire ce travail ». Non, c'est difficile, mais pas impossible. Mais c'est très difficile, parce que le milieu professionnel n'accepte pas le non. Oui, moi, je ne préconise pas la négation. Moi, personnellement, je ne préconise pas la négation. Je peux dire, par exemple, je donne un deadline, une date à faire le travail. Je dis, par exemple, je le ferai. Par exemple, un manager qui me demande dans une semaine, je veux que le travail soit dans mon bureau. Au lieu de dire oui et ne pas dire non, parce qu'il faut apprendre à dire non, on ne fait pas en négation. On dit, par exemple, oui, je ferai
de mon mieux pour le déposer, mais moi je préconise par exemple la date suivante. Et avec une certaine politesse, il y a des personnes qui refusent voilà, absolument. Complètement toute communication non violente. Ils ne se retrouvent, il y a des managers qui ne se retrouvent que dans la Mais violence. justement, ces personnes qui sont face à ces managers comme ça, face à cette façon de faire, comment elles se protègent? On continue sur des outils, mais justement, il faut se libérer de cette domination, parce qu'une relation dominant-dominée est une relation déséquilibrée. Donc je ne vois pas comment cette relation peut être pérenne dans le futur. On peut pas, même si le manager, cette domination, il ne faut pas qu'on lui donne. Cette domination, elle peut être, parce que cette domination, elle est soit par l'agressivité, soit par la manipulation. Parce que soit par la ruse, soit par la force. Mais alors que je peux dominer par le leadership, par le fait que je sois le premier, que je sois le plus performant, je peux être manager, je peux faire passer tout ce que je veux, mais il y a une manière. Donc ça, c'est pour les managers. Écoutez, venez faire passer... Moi, je dirais peut-être aussi pour que ces personnes-là qui n'arrivent pas à être accompagnées, et qui n'arrivent pas vraiment à aller au-delà de leur petit espace de travail et qui n'arrivent pas. Moi, j'ai des techniques de bien-être au travail, c'est-à-dire comment se calmer à l'intérieur avant d'affronter la personne. Par exemple, se permettre des petites pauses au travail, des petites pauses de respiration. Moi, je le fais au travail quand ça va pas. Même maintenant, je travaille pour mon compte, mais je travaille aussi dans le salariat. Et je me permettais des petites pauses de respiration. Ça, je respirais à fond, avant, parce que dans la colère, on est capable de dire n'importe quoi et de se comporter n'importe comment. Mon bureau, mon espace de travail, qui est très important, il doit être agréable. Mettre une petite photo d'un enfant ou de ma maman ou de quelque chose qui peut me booster vers le bien-être et la zen attitude. Parce que qu'est-ce qui fait que je ressens l'environnement toxique? C'est parce que je n'ai aucun repère de mon bien-être. Aucun. Je n'ai plus aucun. Je n'ai plus aucun repère de mon bien-être. Il y a les espaces, l'aménagement de l'espace. Il y a la petite musique de temps en temps. Vous savez, on dit toujours, j'ai pas le temps. Oui. En fait, c'est pas de ça. On n'a pas de priorité. On ne préconise pas de prendre du temps. Parce que moi, j'ai un travail, par exemple, de 3-4 heures. Et je dois envoyer un mail ou une étude dans un laps de temps bien précis. Dans les 3 heures, quand j'ai eu un mail qui m'a vraiment démonté le moral et que je me sentais pas très bien, je prends une petite pause pour me calmer, d'abord pour comprendre pourquoi je vais pas bien. Qu'est-ce qui pousse que je suis pas bien? Est-ce que parce que j'ai reçu, est-ce qu'on a touché à ma zone de confort? Est-ce qu'on a touché à mes valeurs? Est-ce que et cette prise de conscience n'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas avoir ça facilement. Moi, je demanderais aussi aux managers de laisser les personnes spécialistes rentrer. Parce que parfois, on a aussi cette coupure. Rentrer dans l'entreprise. Oui, pour aider ces gens-là et de les garder. Il y a d'autres outils dans le bien-être et la zen attitude aussi au travail. Moi, je dis toujours aux gens, allez parler aux personnes. Choisissez le moment. Choisissez le temps. Et allez parler aux personnes. Il y aura beaucoup de refus. Il y a des managers qui refusent complètement d'écouter leurs collaborateurs. Et ça, c'est révoltant. On en a assisté. Moi, je parle de mon expérience. C'est-à-dire que la personne, elle prend, on a formé, on a donné les outils, on a travaillé l'estime de soi, la confiance en soi. On prépare un collaborateur qui est prêt à se jeter pour dépasser la problématique. Et là, fermeture directe. Face à la fermeture, est-ce qu'il faut baisser les bras ou vous avez d'autres outils? Moi, si tu permets, aussi, parce qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent, mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Pas du tout, moi. Je veux dire, au contraire, j'ai trouvé que c'était très positif. Parce que vous êtes allé dans la réalité des choses, la réalité difficile, et puis sortir la tête. Tout à fait. Comme disait Kalima, c'est d'abord se sauver soi-même. Je me sauve d'abord, peut-être par des choses simples. Et quand on est tellement enfoncé, on ne fait plus attention à ces petits détails. Exactement. Donc moi, je vous fais confiance aujourd'hui. Oui, non mais on se fait confiance encore. Non mais ce que je veux dire, c'est par exemple quand je l'écoutais parler de l'espace, il y a des gens qui n'ont pas d'espace. Pour eux, ils sont sur des open space, aucun respect de l'intimité de chacun. Ils n'ont même pas. Moi, j'ai vu des gens qui sont 2-3 sur des bureaux. Je les ai vus, c'est une réalité. Des gens qui n'ont pas le droit à écouter de la musique ni aux écouteurs et tout ça. Donc est-ce qu'il faut
faut faire pour non, ça? Non, mais amener ça, un il faut y inspecteur du aller. travail, parce qu'à ce moment-là, ça va très loin. Non, justement, il faut que ça commence par la prise de conscience du leader, le PDG, le DG, le comité de direction, parce que c'est eux qui sont, si vous voulez, les garants du bien-être de cette entreprise. Il nous reste une petite minute pour finir. Fatem Zahra Mzewoud, justement, des outils. D'autres outils plutôt. D'autres outils, à part le travail sur soi, poser ses limites, c'est la prise de conscience réellement, ramener des consultants en entreprise pour faire des baromètres sociaux, pour faire sortir quels sont les points qui touchent à la productivité et aussi sur le côté social des entreprises, des collaborateurs, pardon, et puis essayer de mettre en place des actions comme des team building, des incentives, des journées bien-être, des journées outside. Je sais pas. C'est efficace. Oui, c'est très efficace. On a l'impression que c'est juste pour. Non, les faire sortir de l'environnement. Écoutez, nous sommes tous enfants. Nous restons tous enfants. Si on met les personnes à l'extérieur une fois par an, 2 fois par an, je vous assure qu'il y a beaucoup de bienfaits et que ça les remotive. Et puis, dernier outil, sachez bien leur parler. Juste la parole, ça fait beaucoup de bienfaits. Au N+1 ou aux collaborateurs? À tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir de vous avoir. Karima Rehani, psychosociologue, coach certifié en développement personnel. Fatem Zahra Mzewoud Bennis, coach de dirigeants et consultante en accompagnement des entreprises, également présidente de l'association des bureaux de conseil et formation, également aussi chef d'entreprise. Merci beaucoup, mesdames. C'était un plaisir de discuter avec vous. Beaucoup de bonne énergie, beaucoup de beaux sourires aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. On va parler santé, c'est pas facile, mais c'est important de faire de la sensibilisation. Le cancer colorectal avec le docteur Amour Aziz. Un laps de temps. À tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite sur l'interview santé, le point sur le cancer colorectal. Surtout, comment le dépister, le prévenir. Eh bien, ce sont tous ces points-là que nous allons discuter tout de suite avec vous. Docteur Aziz Amour, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir, docteur. Bonjour Yasmine, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech, où vous êtes justement oncologue. Merci beaucoup d'être là. Donc, nous allons faire le point avec vous, docteur Amour, sur le cancer colorectal. Et surtout, on va voir en fin d'émission comment on peut le prévenir et surtout le dépister très très tôt. Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on parle de cancer colorectal, de quelle zone du corps on parle? Donc le cancer du côlon, en fait, c'est un cancer. Je voudrais bien le définir à la grande population. Il s'agit d'une prolifération de cellules qui composent la muqueuse du côlon, qui vont continuer à se multiplier et qui vont perdre la possibilité de s'arrêter. Et donc, ils vont former une boule qui va augmenter de taille petit à petit. Et vu qu'on est dans une canalisation, en fait, elle va finir par la boucher. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des symptômes et on va aller voir le médecin. D'accord. Quand on parle de cancer colorectal, c'est côlon et rectum aussi? Exact. Le rectum, il fait partie du côlon, sauf que c'est une partie, c'est la partie en fait inférieure, la plus basse. Elle fait 20 cm à partir du canal anal. Et puis il y a la partie du côlon qui se compose de 3 parties. On a le schéma justement. Donc en fait, ça peut concerner tout le côlon, c'est ça? Exact. Donc c'est un seul organe. C'est un seul organe. C'est vrai qu'en matière thérapeutique, le rectum, il est traité à part, mais la maladie, elle a la même évolution. Très bien. Alors, on va parler de la situation épidémiologique au Maroc. Est-ce que c'est un cancer qui est fréquent dans notre population? Oui. Alors c'est vrai que c'est un cancer dont on ne parle pas trop dans les médias. On focalise beaucoup sur le cancer du sein et le cancer du poumon. Il faut savoir qu'en matière de statistiques, donc grâce au registre du Grand Casablanca, c'est le seul registre, on avait aussi un registre de Rabat mais qui n'est pas actualisé, on a des données statistiques. Aujourd'hui, on est à 35 000 nouveaux cas de cancer au Maroc. Par an? Par an. Donc en 2016, on a eu 35 000 nouveaux cas sur le Grand Casablanca uniquement? En fait, sur le Maroc. Sur le Maroc. C'est les chiffres un peu extrapolés au Maroc. Et en fait, le cancer du côlon se positionne plutôt à la 3e place après le cancer du poumon et de prostate chez l'homme, et à la 4e place chez la femme après le cancer du sein, du col utérin et de la thyroïde. D'accord. Donc, il représente en tout 7% de tous les cancers donc, chez les Marocains. Pour vous, en tant que spécialiste, c'est un pourcentage important?
Oui, il faut dire qu'on le voit de plus en plus. Il faut dire que la tranche d'âge classique, c'est à partir de 57 ans jusqu'à 70 ans, mais on voit de plus en plus ce cancer toucher les plus jeunes, moins de 40 ans. Ok, alors on va justement parler des facteurs de risque. Pourquoi on a ce cancer, justement ce taux de 7% des cancers? Oui, alors les facteurs de risque, il y a deux types de facteurs si on veut. Il y a des facteurs qui sont liés à l'être humain, donc c'est des facteurs génétiques et qui sont propres au corps humain, et il y a des facteurs environnementaux, donc ceux qui dépendent de l'environnement où vit cette personne. En fait, les facteurs génétiques, il y a par exemple la polypose familiale, c'est une maladie génétique qui est transmissible de père en fils, et elle se manifeste... De père en fils uniquement? En fait, non. C'est-à-dire de génération à une génération. Parce qu'on sait qu'il y a certaines maladies génétiques qui ne vont toucher que les garçons, d'autres que les filles, mais ça, c'est une maladie génétique familiale. Exact, familiale. Et effectivement, ça se manifeste sous forme de polypes qui vont intéresser tout le cadre colique. Ok, quand vous parlez de polypes, c'est-à-dire c'est des petites peaux? C'est des petites formations arrondies qui vont saigner de temps en temps et qui vont tapisser la paroi. Tapisser toute la paroi du côlon jusqu'au rectum, effectivement. Et cette maladie évolue à 100% vers un cancer du côlon. Si elle n'est pas traitée à temps. Voilà. Si elle n'est pas... Donc le seul traitement, c'est la colectomie totale. C'est-à-dire l'ablation du... On enlève tout le côlon et tout le rectum et on abouche en fait directement l'intestin grêle, directement à l'anus. Ok, quand on sait qu'il y a un terrain. Quand on sait effectivement que, par exemple, il y a eu un cas... Et effectivement, il y a toute une procédure de contrôle et de surveillance de l'ensemble de la famille sous forme de coloscopie régulière qui permet de détecter effectivement cette maladie. L'histoire de la génétique est très présente dans ce cancer colorectal. Exact. Donc il y a aussi le syndrome de Lynch, par exemple, qui est effectivement une mutation de certains gènes, qui va donner, lui, autour de 50-60% de risque de transformation en cancer. Il y a la maladie de Crohn. Voilà, il y a des maladies chroniques et des maladies chroniques inflammatoires, telles que la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. En fait, dans les statistiques, ces maladies ne donnent pas tout de suite forcément un cancer, mais on peut aller jusqu'à 10 ans et le risque est toujours là, même s'ils sont bien traités. Contrairement à la polypose familiale. Exact. Il y a aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire qui vont dépendre plutôt de l'environnement où on vit. Et pour le cancer du côlon, en dehors bien sûr de l'association alcoolo-tabagique, que je pense on peut l'intégrer dans toutes les localisations, dans la plupart des localisations cancéreuses, l'alimentation est un élément très important. Il a été démontré dans les études qu'une alimentation trop calorique et trop riche en protéines animales, effectivement la viande rouge, et je dis bien une consommation excessive, elle est effectivement à risque de développer un cancer. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, elle a émis des recommandations en matière de consommation de la viande rouge et ils disent qu'il faut consommer moins de 500 grammes par semaine. Voilà. Juste à titre d'indication, quand le téléspectateur entend 500 grammes, c'est en moyenne 2 steaks par semaine. Oui, voilà. Plus ou moins. 2 fois par semaine, effectivement. Voilà. Il y a également la charcuterie aussi, donc, et les produits trop salés. Et ça aussi, c'est des facteurs en fait, alimentaires qui peuvent être en cause. Alors, docteur Amour, comment savoir que éventuellement il y a un cancer dans l'organisme? Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce qu'il y a des manifestations, on va dire même précoces? Oui. Parce que c'est ça le but finalement aussi de votre intervention, c'est Exact. limiter les dégâts au maximum. Exact. Alors là, on va parler plutôt du cancer du rectum et du cancer du côlon, parce que les manifestations ne vont pas être les mêmes. En matière du rectum, c'est-à-dire la partie basse, les signes, effectivement, peuvent être très trompeurs avec une crise hémorroïdaire. Et là, c'est l'occasion pour moi de lancer un message. Je pense qu'une crise hémorroïdaire, tout le monde la connaît, et donc il ne faut pas sous-estimer des hémorroïdes qui traînent pendant des années. Donc effectivement, pendant des années, même pendant des semaines. Bon, en fait, après traitement. Après traitement. C'est-à-dire, si on a un saignement qui va rester actif, même après traitement d'une crise hémorroïdaire... C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aller, effectivement, consulter le médecin. Donc, on parle de rectorragie, de saignement. On peut avoir aussi des faux besoins, c'est-à-dire, on a envie d'aller à la selle, mais en fait, en réalité, il n'y a rien.
Et quoi, c'est le petit bout de... c'est la petite tumeur qui est en train de boucher en fait le côlon qui va nous donner cette envie d'aller à la selle. Il y a parfois, concernant le cancer du côlon, une alternance entre la diarrhée et la constipation. On peut avoir des selles de couleur noirâtre. Et parce qu'elles sont mélangées avec un sang. Exact, digéré, ce qu'on appelle un sang digéré. Ça, c'est les stades plus ou moins précoces. Alors, donc, dans les stades... avec ces symptômes-là, oui. La prise en charge peut être plus efficace. Exact. Parce que c'est un stade précoce. Effectivement, avec ces symptômes-là, on peut arriver à découvrir des tumeurs de T1, T2, c'est-à-dire un stade précoce, qui peuvent, on peut obtenir des guérisons à 95% jusqu'à 100%. Okay. À des stades plus avancés, on peut avoir plutôt des symptômes d'une atteinte d'autres organes, comme le foie, comme une jaunisse, comme une altération de l'état général, un ballonnement abdominal, ou voire même une occlusion intestinale, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à émettre des gaz ni des matières pendant des jours. D'accord. Alors, tout ce qui est moyen pour confirmer le diagnostic et les moyens thérapeutiques, ça c'est technique. Par manque de temps, on va passer sur ces points-là et on va aller à la prévention, parce que c'est vraiment la clé pour le téléspectateur qui n'est pas spécialiste. Oui. Comment on peut, à notre niveau, nous prévenir? C'est-à-dire, je reviens au cas que vous avez cité au départ, polypose familiale. Oui. Il faut une discussion avec le corps médical. Exact. Donc, en fait, il y a des recommandations à donner. Une fois on découvre qu'il y a une polypose familiale, il y a des recommandations à donner effectivement aux patients, bien sûr après avoir été opérés, et aussi à la famille qui vont bénéficier d'une colonoscopie. Donc c'est une caméra qu'on va faire entrer. Juste les descendants, oui, ou bien même frères et sœurs? Non, en fait, c'est la descendance. La descendance. Et aussi les frères et sœurs aussi. D'accord. Les frères et sœurs parce qu'ils sont de la première génération. D'accord. Et donc en fait, c'est une caméra qu'on fait introduire dans le côlon qui permet de détecter ces petits polypes qui peuvent après évoluer. Pour les personnes qui souffrent de syndrome de Lynch ou encore de maladie de Crohn, enfin tout ce qui est Bicky, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Donc il y a des protocoles qui sont bien établis de surveillance. Moi, je leur recommande d'aller voir avec leur gastro-entérologue et de continuer un rythme de surveillance. En général, c'est des colonoscopies annuelles. Est-ce qu'on peut faire un dépistage précoce de la maladie? Exact. Donc le dépistage, effectivement, c'est très important d'en discuter dans les médias. On parle beaucoup de dépistage du sein, on parle de dépistage du poumon. Le dépistage colorectal, il existe depuis longtemps. Aujourd'hui, par exemple, dans d'autres pays comme la France, il est fait systématiquement. Les personnes reçoivent un courrier. Parce que la prévalence de la maladie est plus importante. Exact, exact. Voilà pourquoi il est fait systématiquement aussi. Le cancer du côlon est plus fréquent en France qu'au Maroc. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, en dehors des personnes qui ont des facteurs de risque tels qu'on en a parlé, même toute personne normale peut faire ce test. C'est ce qu'on appelle l'hémoculte. En fait, c'est un test qui se fait sur les selles où on recherche des traces de sang, des traces de l'hémoglobine par en fait une réaction antigène-anticorps et qui nous permet de détecter la présence d'une source de saignement à l'intérieur du côlon. Et ça nous permet d'obtenir si on trouve que le test est positif, on pourrait faire une colonoscopie et détecter une tumeur et obtenir une guérison à 100%. Et ça, vous le recommandez pour quel profil? Tout le monde, à partir de quel âge? À partir de 57 ans. Ça, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À partir de 57 ans jusqu'à 70 ans. Et à raison d'un hémoculte par an. Par an. Pour les autres personnes à risque, ça c'est un autre protocole. Oui. Normalement, c'est un suivi plus étroit. Une colonoscopie, ça c'est plutôt une colonoscopie. C'est un examen très facile. Ça se fait au laboratoire. On en a au Maroc. Ça coûte autour de 300-400 dirhams. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore remboursé, mais je pense que c'est un élément... À partir de 57 ans. Exact. Très bien. Et pour les autres personnes qui sont à risque, celle-là, ça par contre, c'est un suivi plus étroit. C'est un suivi plus étroit qui commence plutôt à l'âge de 40 ans. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Ammour Aziz, vous êtes oncologue à Marrakech. Le point sur le cancer colorectal, c'était notre sujet du jour avec vous. Sans oublier qu'on a parlé aussi du management toxique, comment justement faire face à cela et comment s'outiller pour dépasser la situation et travailler sereinement. C'était aussi notre sujet du jour dans On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à tous les intervenants. Et puis bien sûr, merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne à Tanger et à Rabat. À très vite.